Bonjour à toutes et à tous pour ce flash spécial avec nous sur Public Sénat. Je vous propose de commencer avec cette image. C'était il y a environ 2 heures. Le groupe socialiste s'est réuni ici au Sénat, salle Clémenceau, pour élire Jean-Pierre Bel. Jean-Pierre Bel, le président du groupe PS ici au Sénat, qui sera le candidat à la présidence du Sénat. Un vote par acclamation, c'était il y a à peu près 2 heures. Et avec nous justement pour en parler, je reçois aujourd'hui Madame Catherine Tasca. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente PS du Sénat. Merci d'être avec nous. Vous étiez au cœur de cette salle Clémenceau pendant cette réunion de groupe. Peut-être on va commencer un petit mot sur cette ambiance, ce moment historique un petit peu quand même. C'est un moment historique. L'émotion de dimanche se prolonge, bien sûr. Vous avez quand même senti l'émotion tout au long de ces 2 jours qu'on a... Oui, tout à fait. Et c'était l'occasion d'une décision unanime, ce qui est toujours aussi un événement. Alors on va en parler justement. Une décision unanime. Et pourtant, vous étiez candidate. Il y a encore peu, ce matin, vous étiez encore candidate pour la présidence du Sénat face à Jean-Pierre Bel. Pourquoi vous êtes-vous retirée? J'étais candidate à la candidature. À la candidature, il faut bien préciser. Pourquoi vous êtes-vous retirée ce matin? Je me suis retirée parce que depuis dimanche, j'ai pris la mesure du rapport de force à l'intérieur de notre groupe. Je savais que j'avais peu de chances d'être désignée, mais depuis dimanche, je dirais que ça s'est tout à fait confirmé et que le nombre de mes collègues qui ne souhaitaient pas qu'il y ait 2 candidatures et qui souhaitaient que nous puissions afficher une candidature unique et donc une désignation unanime était tellement important que j'ai décidé de ne pas donner suite. Vous avez l'impression qu'il y a eu quelques pressions? Je n'appellerais pas ça des pressions, mais de la dissuasion. Ça, c'est certain. Pourquoi? Mais sur La le peur thème, d'une primaire à gauche? sur le thème de l'unité, dans des circonstances qui, à l'évidence, sont tout à fait exceptionnelles. La majorité du Sénat à gauche, nul n'a vécu ça auparavant. Et donc, mon acte de candidature A été mal perçu, c'est ça? oui, il a été interprété comme portant ombre à la candidature de Jean-Pierre Bel et ombre à l'unité de notre groupe, de notre parti dans ces circonstances exceptionnelles. Bon, pour moi, c'est très loin, cette interprétation est très loin des motivations qui étaient les miennes lorsque j'ai fait acte de ce désir d'être candidate à la candidature. Mes motivations, elles étaient explicites et je pensais qu'il était intéressant aussi d'arriver à une désignation explicite entre 2 candidatures. Ça ne me semblait constituer aucune menace sur l'unité de notre groupe. Mais vous savez, il n'y a pas que les choses telles qu'elles sont, il y a les choses telles qu'elles sont perçues. Et donc, aussi bien à l'extérieur, dans les commentaires des médias, qu'à l'intérieur du groupe, il y a eu ce thème de la désunion que je ne voulais accréditer en aucun cas. À l'intérieur également du Sénat, mais à l'extérieur, vous voulez dire aussi, par exemple, les candidats aux primaires, vous ont un petit peu mis la pression aussi pour dire, finalement, il faudrait que la candidature de Jean-Pierre Bel? Je n'ai eu aucune pression directe, mais j'ai bien entendu... Mais indirect peut-être, si on vous entend bien. Non, mais j'ai bien entendu les positions qui étaient prises, les discours qui étaient de Madame Aubry, de tenus, François Hollande. Qui, l'un comme l'autre, François Hollande comme Martine Aubry, affirmaient qu'il était tout à fait important dans ces circonstances de n'avoir qu'un seul candidat. Voilà, c'était une dissuasion forte. Alors ce soir, est-ce que vous le regrettez justement, ce choix de n'avoir qu'un seul candidat, ou finalement vous dites, bon, Jean-Pierre Bel était peut-être le mieux placé? Non, ce que je pense, c'est que le choix de notre groupe est tout à fait clair. Il est même unanime à partir d'aujourd'hui. Ce n'était pas le cas auparavant, puisque nous n'avions pas eu à nous prononcer. Donc, c'est un choix unanime. Nous allons accompagner cette candidature à bon port. Je n'ai pas de regrets.
Personnellement, je fais toujours confiance au débat et je pense que le débat n'aurait pas nui à notre position majoritaire dans le Sénat. Mais Et puisque une femme candidate, ça aurait été aussi alors ça, un changement, non? c'était un autre argument. Je pense que ça pouvait contribuer effectivement Alors que la parité au baisse choc. un petit peu au Sénat, on l'a vu Un petit justement peu au résultat de ces de élections. 3 unités malheureusement. De Mais 80 à 77. oui. Tant qu'on n'élargira pas le scrutin à la proportionnelle, pour les départements au moins ayant trois sièges, alors que maintenant il en faut 4, tant qu'on ne reviendra pas sur cette réforme qui avait été adoptée sous le gouvernement de Lionel Jospin, il y a ce décalage entre, je dirais, la France réelle et le corps des grands électeurs. Alors justement, on va entendre quelques amis sénateurs du groupe Parti Socialiste, de vos amis. Regardez d'abord cette image de Jean-Pierre Bel qui était au sein du groupe Parti Socialiste tout à l'heure. C'était aux alentours de 14h30. Il a été acclamé, je vous le disais tout à l'heure, par une centaine de sénateurs. Et écoutez, à la sortie de cette réunion de groupe, écoutez les commentaires. Un moment chargé d'espoir, c'est vrai que c'est un signe fort et j'espère que ça précédera d'autres victoires, notamment la présidentielle de 2012 et les législatives bien entendu. Cela fait des années qu'il travaillait de manière un peu obscure parce que le Sénat n'intéresse pas tous les jours. Puis tout d'un coup, voilà un moment historique dans la vie de notre pays. Et donc c'est un grand moment de fierté, je pense, pour lui. Il a bien managé le groupe, il a su le laisser respirer à l'écart des joutes du Parti Socialiste. Il était légitime. Des joutes du Parti Socialiste, est-ce qu'il faut ça pour être candidat, se sortir un petit peu, être extérieur à tout ce qui se passe au niveau des primaires notamment? La position d'un président doit forcément ménager l'ensemble des composantes de sa famille politique. Donc ça veut dire prendre un peu de hauteur. Ceci dit, ça n'a pas empêché Jean-Pierre Bel d'affirmer son soutien à François Hollande. Mais moi, ce que je regrette, c'est le calendrier. Ce que je regrette, c'est le calendrier entre les sénatoriales et les primaires. C'est vrai que là, il y a une espèce une collision, je dirais, une collision entre ces deux scrutins. Le premier étant de première importance, la sénatoriale, puisque ça débouche sur un changement de majorité. La proximité dans le déroulement des opérations a fait que la collision s'est produite. Moi, je n'ai jamais, je dirais, fait référence aux primaires dans ma campagne sénatoriale. Mais d'autres ont fait, je dirais, automatiquement le rapprochement. Si on vous entend bien, ce que vous dites, c'est que ces primaires où les sénatoriales s'étaient choisies, de toute façon, on savait que c'était le 25 septembre, ça ne pouvait pas bouger. Mais les primaires, vous auriez voulu qu'elles soient peut-être engagées plus tard ? Ou plus tard, ou plus tôt, mais en tout cas pas dans le même calendrier, pas dans cette proximité qui a justement conduit à cette interprétation que je pense non fondée, mais qui existe entre ma candidature et une éventuelle opposition, candidat de Hollande, candidat de Aubry. Je répète qu'à aucun moment je n'ai mêlé Martine Aubry à ma candidature et que d'ailleurs elle-même a pris position très clairement pour Jean-Pierre Bel. Est-ce que vous avez l'impression que les candidats à la primaire socialiste se servent aujourd'hui de ces résultats des sénatoriales pour influencer un petit peu sur les primaires? On pense par exemple à François Hollande qui est passé dimanche soir ici, salle des conférences peut-être auprès des médias, Martine Aubry qui a été plus fuyante auprès des médias. C'était important parce que les dirigeants de notre parti ne sont pas très souvent présents au Sénat, donc c'est vraiment... Vous le regrettez? C'est un événement et c'est un événement heureux. Ils sont venus témoigner leur soutien aux nouveaux élus. Alors est-ce que ça aura une influence sur les primaires? Écoutez, je l'ignore. Les primaires, c'est maintenant la dernière ligne droite jusqu'au 9 octobre. Ce dont je suis sûre, c'est que ce résultat au Sénat donne vraiment de la confiance, de l'espoir aux Français et en particulier à tous ceux qui souhaitent que la gauche revienne aux responsabilités. C'est un signe fort et dans cette mesure, j'espère que ça amènera beaucoup de Français à voter aux primaires. Est-ce que vous sentez ce vent du changement? Jean-Pierre Bel
Bell, qu'on va écouter tout à l'heure, le disait dans son discours. Vous le sentez, ce vent du changement, ici, Oui. arrivé au Sénat et peut-être à travers la France? Oui, oui, c'est évident. C'est évident. Il y a plus qu'une lassitude à l'égard du pouvoir en place. Il y a un désir profond de changement. Peut-être quelques mots aussi sur le fond de son discours. Il parlait d'un changement de cap sur les institutions, sur la réforme territoriale. Est-ce que d'un contrat de rassemblement aussi avec le Parti radical de gauche, avec le RDSE ici au Sénat. Comment ça va être possible tout ce changement alors qu'évidemment vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale ou même au gouvernement? Comment ça sera possible ici au Sénat? D'abord, dans les méthodes de travail du Sénat, on peut impulser beaucoup de changements s'agissant de la participation active de tous dans le travail de commission, dans la présence dans l'hémicycle, dans la présentation de propositions de loi. Je crois qu'il faut utiliser le temps qui nous sépare de l'élection présidentielle pour affiner nos positions, faire des projets de texte qui seront le canevas utile pour notre futur président de gauche, parce que même si nous ne pouvons pas, en effet, emporter la conviction de l'Assemblée nationale actuelle dans ce travail, elle a le dernier mot, mais nous pouvons, grâce au Sénat, au travail que nous y ferons, nous pouvons sensibiliser l'opinion, énoncer de façon précise, encore plus précise, nos propositions et commencer à leur donner corps dans des projets de texte. Ça, c'est très important. Un mot peut-être à titre personnel. Deux présidences vont bientôt arriver pour les commissions. Est-ce que vous êtes candidate à l'une de ces commissions? Je ne suis candidate à rien à cette heure, d'autant que notre groupe s'est donné des règles si j'ose dire, de tournante en ce qui concerne les responsabilités. À ce jour, je ne suis candidate à rien. Mais vous savez, j'ai travaillé au Sénat de 2004 à 2008, je crois, de façon très assidue et efficace, sans avoir de responsabilité particulière. Donc je ne crains rien. Vous êtes vice-présidente du Sénat quand même? Pardon? Vous êtes vice-présidente du Sénat. Depuis 2008 seulement. Depuis 2008. Depuis 2008. Je ne l'étais pas en 2004. Ça ne m'a pas empêché de travailler dans la première partie de mon mandat. Donc si on vous j'ai propose, des vous êtes responsabilités, bien sûr. J'aime... La commission des affaires culturelles, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Écoutez, pour le moment, je ne formule aucun vœu parce qu'il y a beaucoup de vœux sur la table du président Bell et moi, je souhaite qu'on ne lui complique pas la vie. Ah, vous voulez dire qu'il y a beaucoup de monde déjà qui demande des postes? Bien sûr. Et puis, il doit composer. Vous avez parlé de rassemblement. Oui. Je sais que c'est une de ses préoccupations. Il doit composer avec les groupes partenaires. Nous ne sommes pas seuls et il faut aussi faire de la place aux groupes partenaires. Merci beaucoup, Catherine Tasca. Merci d'être venue sur notre plateau en direct pour commenter cet événement aujourd'hui. Et je vous propose d'écouter l'intervention de Jean-Pierre Bell. C'était donc un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Bien, mes chers collègues, mes chers amis. Ce 25 septembre 2011 demeurera, je le redis, à jamais une journée historique. Nous avons vécu dimanche des moments forts, longtemps inimaginables pour la plupart d'entre nous. Ils resteront à jamais gravés dans la mémoire de celles et ceux qui y ont participé. Je veux d'abord saluer, et je vais le faire plus longuement, mes collègues élus ou réélus et les féliciter, vous féliciter, parce que c'est vous, dans les départements, en métropole et en outre-mer, qui avez permis cette magnifique victoire. Je pense aussi à cet instant à nos collègues qui ont toujours combattu avec cet objectif chevillé au corps. Pierre Mauroy, Robert Badinter, Claude Estier, que je salue et qui est présent dans la salle, notre président de groupe, Louis Mermaz. Et vous me permettrez aussi d'avoir une petite pensée pour tous les autres, et notamment pour Bernard Frimat. Cette victoire, c'est le résultat des combats que nous avons menés. Elle ouvre une page nouvelle qu'il convient d'écrire ensemble.
Qui aurait pu le penser il y a quelques années seulement? Et j'ajouterais même, qui y croyait vraiment? Et pourtant, nous voilà devant un joli présage pour le printemps qui vient. Malgré un mode de scrutin injuste, malgré une compétition, vous le savez, inégale, parce que la gauche a su rassembler, nouer un vrai dialogue, porter un message de confiance aux élus locaux, les 10 ans de victoire locale que vous incarnez se concrétisent enfin. Aujourd'hui, le Sénat est pleinement, démocratiquement, le représentant des collectivités locales. Il est en harmonie avec les majorités locales dans les territoires. Il nous appartient désormais de former une nouvelle majorité sénatoriale avec nos partenaires, avec celles et ceux qui voudront nous rejoindre, car les résultats de dimanche nous obligent et nous rendent encore plus responsables. L'alternance au Sénat redonne toute sa force à notre démocratie. Elle doit revivifier et régénérer le bicamérisme. Ce bicamérisme rénové, ce bicamérisme à la française, qui, j'en suis convaincu, conserve toute sa raison d'être et toute son actualité dans les institutions d'aujourd'hui. Le Sénat, longtemps synonyme de conservatisme le plus immuable, va donc pouvoir connaître enfin le changement. Changement pour nos territoires d'abord. Nous l'avons dit et redit tout au long de notre campagne et je crois que nous partageons toutes et tous ce diagnostic. Il y a malaise profond dans les territoires, malaise dans les services publics locaux, malaise dans les finances publiques locales, malaise chez nos collègues élus locaux. Et le Sénat, je regrette d'avoir à le dire, n'a pas joué son rôle à cet égard. Il n'a su défendre ni les collectivités, ni les élus. Pire, il n'a pas empêché la stigmatisation. Il ne les a pas, ces élus, assez associés à la conduite des politiques publiques, ni aux grands enjeux qui intéressent notre pays. Il faudra donc y remédier, en recréant l'écoute et le lien avec les territoires et en permettant un nouveau souffle pour la décentralisation. Et la situation que je viens d'évoquer vaut bien sûr en métropole comme en outre-mer. L'outre-mer qui connaît des difficultés, mais aussi des atouts formidables, et qui doit avoir toute sa place ici au Sénat, plus encore que ce n'a été le cas dans le passé. Je veux vous le dire avec force, ce sera là l'un des axes de la mandature qui s'ouvre, et je salue à nouveau nos amis et camarades d'outre-mer. Nous allons également impulser le changement au sein de nos institutions, que ce soit sur la loi dite de réforme territoriale, sur les finances publiques locales. La voix du Sénat n'est plus changement pour le Sénat lui-même. Nous en avons souvent parlé ici. J'y ai moi-même beaucoup réfléchi dans mes échanges avec vous, dans le rapport à notre candidate en 2007, dans un petit ouvrage que j'ai publié récemment à la Fondation Jean Jaurès. Oui, le changement, telle est aujourd'hui notre ardente obligation. Mais regardons un instant en arrière, regardons notre histoire, l'histoire de la gauche comme l'histoire du Sénat. Un retour aux sources de la gauche parce que le Sénat va redevenir le vrai représentant des collectivités territoriales et de la décentralisation. Et la décentralisation, c'est nous. C'est nous qui l'avons inventé, conçu, porté, réalisé, incarné tout au long des 30 ans qui se sont écoulés depuis les grandes lois de fer qui ont marqué le premier septennat de François Mitterrand. Alors, bien sûr, c'est à nous désormais de prolonger ces réformes. C'est à nous de faire du Sénat l'institution dans laquelle se reflètera la décentralisation telle qu'elle dessine aujourd'hui notre pays. Retour aux sources, enfin, pour les défenseurs des libertés, car là aussi le Sénat a joué un rôle essentiel dans une période où, loi après loi, les libertés publiques et individuelles régressent et sont même tout simplement bafouées. C'est donc à nous qu'incombe aujourd'hui la lourde tâche de ce changement, de ce retour aux sources. Et c'est dans cet état d'esprit, avec sérénité, détermination, que je sollicite votre confiance. Cette candidature, mes chers amis, mes chers collègues, mes chers camarades, je ne la prends pas à la légère. Elle est le résultat d'un long cheminement,
l'aboutissement d'un long parcours à vos côtés, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Vous le savez, je suis un militant. Vous le savez, j'ai exercé de nombreuses responsabilités à la direction du Parti socialiste, ce qui ne m'empêche pas, par ma nature, d'être toujours ouvert à ceux qui ne partagent pas en tout point mes convictions et mes engagements. C'est le cas aussi de la plupart d'entre vous. Plusieurs mandats m'ont été confiés par les électeurs dans mon département. Maire d'une petite commune rurale, 80 habitants, Mijanès. Conseiller régional de Midi-Pyrénées, aux côtés de Lionel Jospin. Conseiller général d'un canton confronté aux difficultés immenses et souvent dramatiques liées à la disparition de plusieurs milliers d'emplois. Maire d'une ville moyenne, Lavelanet. Sénateur depuis 1998. Membre du bureau de Sénat en 2001. Président de notre groupe depuis maintenant 7 ans. C'est peut-être ainsi que je pourrais résumer mon parcours fait d'attachement au territoire et d'action politique nationale. Et cet engagement vient de loin, du plus profond de mon histoire personnelle et familiale, marquée par un socialisme jaurétien, par l'espérance d'un monde meilleur, imprégné par les idéaux de la résistance qui ont baigné mon enfance et ma jeunesse. Je connais désormais bien notre Sénat et sa culture parlementaire propre. J'ai tissé des liens avec vous, avec d'autres de nos collègues. Je me suis totalement impliqué, je le crois, dans la campagne sénatoriale auprès de nos candidats, dont bon nombre sont aujourd'hui ici. Depuis des mois, je travaille avec nos amis communistes, radicaux de gauche et bien sûr avec nos amis d'Europe Écologie Les Verts. Riche de ces expériences variées, toutes pour moi également fondamentales, je veux aujourd'hui faire vivre notre ambition pour le Sénat. Une ambition nouvelle pour nos territoires. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet essentiel. Loin de la récente réforme territoriale, nous devons mieux les armer, les collectivités, pour faire face aux défis de l'époque, pour renforcer l'intercommunalité sans détruire les communes, pour permettre aux départements de jouer leur rôle, pour accroître la force de frappe des régions. C'est aussi une nouvelle ambition pour préserver et moderniser nos services publics, retrouver le chemin d'une croissance forte et durable à l'heure où la crise semble trop souvent une fatalité. Ambition, oui, ambition, mais aussi une confiance retrouvée entre le Sénat et les élus locaux. Aujourd'hui, ce lien pourtant essentiel est rompu. À nous de le faire revivre. C'est pour cela que je souhaite, dès les mois qui viennent, tenir des états généraux avec les élus locaux pour échanger avec eux sur les grands enjeux que nous connaissons bien. Car ce n'est qu'ainsi, ensemble, que nous pourrons trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées et pertinentes, que ce soit sur des sujets précis mais importants comme la simplification des normes ou sur d'autres points. Un Sénat plus moderne, plus modeste, plus transparent, pour être en phase tout simplement avec la France d'aujourd'hui. Pour ne pas prêter le flanc à la critique, nous devons donner l'exemple, tout en permettant naturellement à chaque sénateur d'exercer pleinement son mandat de parlementaire. Un rôle nouveau au cœur de nos institutions. J'en suis convaincu. Le bicamérisme rénové demeure non seulement utile, mais nécessaire et même indispensable. Pour améliorer la qualité de la loi, il est nécessaire. Pour faire valoir les intérêts des territoires, il est nécessaire. Pour défendre les libertés aussi. Oui, je le dis comme je le pense. Nous devons être fiers d'être sénateurs. Nous devons renforcer notre rôle de contrôle sur l'action de l'exécutif, sur laquelle, nous le savons, aujourd'hui il y a beaucoup à dire. Je suis tout aussi persuadé que le Sénat doit renforcer son rôle et ses moyens en matière de prospective pour participer pleinement à la préparation de l'avenir. Je pense qu'il y a là un chantier intéressant à ouvrir. À nous de nous saisir de nos prérogatives, comme le Sénat a su le faire. Voilà, vous venez de suivre en direct l'intervention de Jean-Pierre Bel, son discours de candidature pour la présidence du Sénat. Je vous rappelle la date, bien entendu, samedi à partir de 15 h sur notre antenne. Vous pourrez suivre en direct le duel face à Gérard Larcher pour la présidence du Sénat. Nous nous retrouvons dans quelques minutes, dans 1 heure à peu près pour...
Voilà, et maintenant en direction l'UMP qui tenait également sa réunion cet après-midi, salle Médicis ici au Sénat, une réunion où Gérard Larcher a été très applaudi pour son bilan. Il sera le candidat de la droite à l'UMP et je vous propose d'écouter les réactions à la sortie du groupe UMP cet après-midi. Vous allez tout d'abord entendre Jean-Pierre Raffarin et Jean-Claude Gaudin. C'est à cela que nous devons désormais nous employer, en permettant à chacune et à chacun... Petit souci technique. Vient à une très large majorité et à bulletin secret de me réélire président du groupe UMP du Sénat. Ensuite, nous avons rendu un hommage appuyé, bien entendu, à Gérard Larcher. Nous considérons, nous, qu'il a été un excellent président du Sénat. Nicolas Sarkozy doit tirer quelques leçons de ce résultat. C'est un résultat très important, avec une certaine gravité, mais le moment pour nous n'est pas aujourd'hui de tirer les leçons, le moment est de rester rassemblés pour la fin du processus électoral. Vous retrouverez l'ensemble de nos résultats, l'ensemble des sujets de cette journée, où une grande journée a eu lieu aujourd'hui au Sénat. De nombreux reportages vous seront proposés dans le journal de 19h, le journal de Michel Grossior. Mais nous allons aller directement à la convention UMP, une convention aujourd'hui dont le thème est la culture au cœur de la cohésion nationale. Il sera notamment question du numérique ou encore de la taxe Google dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé. Il a pris la parole il y a quelques secondes. Bien, mes chers amis, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi pour une convention un peu atypique par rapport aux conventions thématiques.